Bonjour, je m'appelle Sibel Edmonds. Aujourd'hui, nous sommes là pour la conférence de presse de la coalition des whistleblowers du renseignement. Elle est vraiment tenace. Elle ne cède pas quand on veut la marginaliser ou lui apprendre les manières. Avec elle, ce genre de jeu ne marche pas. C'est vraiment quelqu'un. Quand vous allez entendre ces noms, vous allez mieux comprendre ce que cela veut dire d'être un whistleblower du renseignement et qui sont ces gens. Il fallait que l'on se rassemble, qu'on parle tous d'une même voix, qu'on se fasse entendre collectivement. Pas un, pas deux, pas trois, regardez combien nous sommes. Et les adhésions se multiplient. Edward Costello, ancien agent spécial, contre-espionnage, FBI. John M. Cole, ancien responsable du contre-espionnage, FBI. Quand vous voyez ces gens de 20 ans d'expérience, bardés de médailles, ces patriotes couverts d'honneur, reconnus pour leurs compétences, tous mis plus bas que terre. Steve Elson, agence fédérale de l'aviation. John Vincent, ancien agent spécial contre-terrorisme FBI. On a été contraints de parler publiquement uniquement parce que le FBI refusait de nous écouter. Et si rien ne bouge, plus aucun agent du FBI n'osera parler. Et qui en paiera le prix? Nous tous. Matthew Fogg, US Marshals. Tant que le Congrès ne sera pas vraiment décidé à agir, chaque fois que vous êtes pris pour cible, ce sera à nous de dénoncer ces choses publiquement. Cette coalition vous le dit. Trop, c'est trop. Merci beaucoup. Le Sénat a des pouvoirs absolument considérables. Ils peuvent, s'ils le veulent, organiser des auditions publiques. Ils peuvent citer Sibel Edmonds et tous les autres. Ils peuvent leur faire prêter serment et les faire témoigner. Notre Congrès a ce pouvoir. Colin Rowley, ancien agent spécial et conseil juridique FBI. Quel groupe incroyable, incroyable. Et ça ne fait que commencer. Tous les jours, de plus en plus de gens rejoignent Sibel et sa coalition. Robert Wright, ancien agent spécial, contre-terrorisme FBI. David McMichael, ancien analyste CIA. Cela fait des années que l'on essaie de déplacer des montagnes. Et on continuera. Ray McGovern, ancien analyste CIA. Il reste des gens qui ont encore une conscience, et c'est à nous de les trouver et de les convaincre de s'engager. Le gouvernement essaie toujours de faire passer ces gens pour des osos, pour des anormaux. Ok, admettons. Mais alors ma question est la suivante. Pourquoi les avoir employés pendant toutes ces années? À qui la faute? Ross Tice, analyste senior, officier de renseignement NSA. Vous imaginez ces micros, ces caméras sur mon visage? Pour un agent de renseignement, c'est très dérangeant. On se retrouve au Dirksen Building, bureau 562. Glenn Wolfe, ancien responsable du département sécurité au laboratoire de recherche nucléaire de Los Alamos. Dan Ellsberg, ancien conseiller spécial du sous-secrétaire d'État à la Défense. Chaque employé fédéral doit placer sa loyauté envers le pays au-dessus de toute allégeance personnelle, partisane ou de loyauté de corps. Bogdan Dakovich, ancien Red Team Leader FAA. À cause de vous, ma hiérarchie a étouffé un à un les lièvres que je soulevais. C'est fini ce petit jeu. Que vos chefs se bougent les fesses et changent la loi pour que ce genre de choses ne se reproduise plus. Au début, le whistleblower est un coyote solitaire. Aujourd'hui, j'appartiens à une tribu de lions. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous allons dans la gueule du loup pour dire « Ross Tice, lève-toi et raconte ton histoire. Demande au Congrès ce qu'ils font pour toi. Pour le moment, rien. » Regardez ce qui se passe au FBI. C'est scandale sur scandale. Regardez ces whistleblowers. Ils sont de plus en plus nombreux. Et ils nous disent qu'il est temps, maintenant, pour le peuple de trancher. Nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons partir en croisade pour protéger tous ces héros de la nation.
Dans la foule, un journaliste anglais, David Rose. Depuis plusieurs mois, l'homme prépare une enquête sur l'affaire Edmonds. L'histoire de Cybèle est intéressante à plus d'un titre. Le plus frappant, bien sûr, c'est que rien de ce qu'elle a découvert ne peut être rendu public. Et ça, c'est regrettable, pour elle comme pour le gouvernement. Si Cybèle a tout inventé de toutes pièces, alors le State Secret Privilege empêche ceux qu'elle accuse de pouvoir se défendre et de répondre aux accusations qu'elle a formulées et continue de formuler. Mais si elle dit la vérité, alors les Américains sont tenus dans l'ignorance sur des affaires sur lesquelles ils ont, je pense, envie d'avoir leur mot à dire. Maintenant, je comprends mieux pourquoi les avocats ne veulent pas de ce genre d'affaires. De toute façon, on ne trouve pas d'avocats. Et quand on en trouve, ils vous disent « Voilà ce que ça va vous coûter ». Et ils ajoutent « Vous n'avez aucune chance. Vous êtes face au gouvernement ». Cybèle est quelqu'un de sûr. Il n'y a qu'un problème. Elle combat le FBI. Aucun homme politique n'ose s'attaquer au FBI. Manhattan, 15e étage d'une tour donnant sur l'East River, siège de l'American Civil Liberties Union. L'ACLU, la plus puissante organisation de défense des droits civiques du pays, a décidé de représenter légalement Cybèle. Contre le FBI et le ministère de la Justice, Cybèle a perdu en première instance. Les juges ont plié devant le State Secret Privilege. Ann Bisson et Ben Weisner sont désormais ses nouveaux avocats. Je trouve incroyable que chaque cour de justice amenée à statuer sur ce dossier soit obligée de dire que Cybèle ne peut faire valoir ses droits. La situation est la suivante. Le ministre de la Justice décrète que le plaignant ne peut même pas mettre le pied dans un tribunal car le dossier tout entier relève du secret d'État. Les accusés sont le ministère de la Justice et le FBI du fait de leurs agissements. Et voilà que l'autorité de supervision interne du ministère conclut que notre cliente devrait gagner. Le danger est clair. Si le gouvernement réussit à imposer sa vision élargie du State Secret Privilege, le risque est qu'il s'en serve à l'avenir comme un outil tactique pour éviter d'avoir à rendre des comptes. Mur de briques sur mur de briques sur mur de briques. Et à chaque fois, c'est le gouvernement fédéral qui empêche Cybèle d'avoir droit à la justice. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Pas dans notre démocratie. Non, on ne peut pas. En janvier 2005, Cybèle et ses avocats obtiennent la déclassification partielle de l'enquête interne du ministère de la Justice sur le dossier Edmonds. Le rapport confirme la véracité des révélations faites par Cybèle, mais ne livre rien sur le contenu des écoutes du FBI. Avec ce rapport, Cybèle a définitivement relevé un premier défi, celui de la crédibilité. Ann Bisson et Ben Weisner préparent Cybèle à son recours en appel. Tu t'en prêtes ? Oh. Dans l'attente de son retour en justice pour le procès en appel contre le FBI et le ministère de la Justice, Cybèle s'échappe quelques jours pour la Floride, occasion de rompre avec le climat oppressant de Washington. À son arrivée au FBI, Cybèle avait 32 ans. Elle en a aujourd'hui 36. Cet acharnement contre moi montre bien à quel point mes adversaires ont peur de cette affaire. À chaque fois qu'une porte se referme sur moi et que je me cogne la tête, je me sens plus forte. En 2005, le nom de Cybèle apparaît pour la première fois dans un livre. Son auteur, Paul Sperry, est un journaliste d'investigation. Il s'intéresse au réseau d'infiltration islamique aux États-Unis. Il revient sur le cas Edmonds et l'affaire des Dickerson. Paul Sperry a écrit 2 chapitres sur mon affaire et des affaires similaires au bureau de Washington du FBI. À l'heure actuelle, Paul Sperry bénéficie du programme de protection fédérale des auteurs.
Il y a 2-3 mois, il a reçu ce que les agences de renseignement qualifient elles-mêmes de menaces crédibles. Sperry est le premier à mentionner publiquement le nom de l'organisation pour laquelle le couple Dickerson tentait de recruter Sibel. Un lobby de Washington, l'American Turkish Council. Monsieur le Président de l'American Turkish Council, sommes-nous prêts pour la projection? Bien, merci. Washington, Hôtel Mandarin. C'est ici que se tient la conférence annuelle de l'American Turkish Council, l'ATC. L'ATC est une organisation de promotion des affaires entre la Turquie et les États-Unis. Geographically, connecting Asia to Europe and the Middle East to Africa strengthens Turkey as a center of intercontinental information, technology, communications and finance. L'Amérique s'honore d'avoir la Turquie comme alliée. Turkey's role as an energy corridor for oil and natural gas, and the country's cultural connections increase Turkey's power in the region. Dans ce sanctuaire au cœur de Washington, se côtoient patrons des multinationales du pétrole et de l'armement, militaires, diplomates turcs et américains. Nous avons un partenariat stratégique qui fonctionne parfaitement bien. La relation est très solide. La coopération militaire américano-turque est un parfait exemple des bienfaits d'une solide coopération internationale. Il faut bien avoir à l'esprit les liens étroits entre les États-Unis et la Turquie. La Turquie joue un rôle absolument majeur dans la stratégie diplomatique des États-Unis. La Turquie est aussi un grand acheteur de matériel militaire. Regardez qui sont les membres de l'American Turkish Council. C'est presque un who's who des marchands d'armes américains. Boeing, Northrop Grumman, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, United Technologies, BAE Systems, 7 des plus grandes entreprises mondiales de l'armement siègent à l'ATC. 220 milliards de dollars de chiffre d'affaires cumulé, l'équivalent de la moitié du budget militaire américain ou européen. Avec la Turquie, ces entreprises ont trouvé le client en or, l'acheteur compulsif. La Turquie prévoit l'achat de 100 avions de combat de dernière génération. Le commerce est la clé de tout. C'est dans cette enceinte que militaires et diplomates turcs jouent de leurs influences auprès de leurs amis de Washington pour débloquer certains dossiers sensibles. Si 80% de l'arsenal militaire turc vient des États-Unis, les généraux d'Ankara déplorent tout de même de ne pas avoir accès à certains joyaux de la US Army. Le FBI sait tout cela. L'ATC est sur écoute depuis 1997. En embauchant Melek Dickerson, le FBI ignore un fait capital. Melek a travaillé à l'ATC. En tentant de recruter Sibel pour le compte de l'American Turkish Council, Melek agissait évidemment en service commandé. Qu'y a-t-il de si compromettant sur ces écoutes? Les gens à qui j'ai parlé de ces écoutes sont extrêmement nerveux. Il y a un climat punitif en Amérique aujourd'hui envers les gens qui sont suspectés de révéler sans autorisation des informations aux journalistes. L'approche de l'administration Bush est de punir ceux qui veulent parler. 23 avril 2005, c'est enfin le jour de l'appel. Sibel et ses avocats vont invoquer le premier amendement, c'est-à-dire la liberté d'expression. Ann Bisson, Ben Weisner et Sibel veulent faire sauter définitivement le verrou du State Secret Privilege. En témoignant de faits de corruption et d'agissements criminels, Sibel Edmonds a exercé son droit au premier amendement. Elle n'aurait jamais dû perdre son emploi pour avoir alerté ses supérieurs. Dans ce dossier, tous les éléments convergent dans le même sens. Il ne devrait plus y avoir d'ambiguïté possible.